Je n'en peux plus. Il faut absolument qu'on m'aide, sinon je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis capable de tout dans ces moments-là. Les mômes, je les aime, mais c'est comme si plus rien n'existait, vous ne pouvez pas comprendre. Les mots s'espacèrent, le léger froissement d'un Kleenex. Anne en profita pour éloigner l'écouteur de son oreille endolorie. Elle bloqua le combiné entre son épaule et sa tête, puis, avec sa main rendue libre, elle saisit un stylo et traça des croix dans les cases de la fiche statistique anonyme. Femme, 40-45 ans, divorcée, 2 enfants, employée. Elle laissa le silence s'installer sur la ligne, comme on le lui avait conseillé 6 mois auparavant, lors du stage de formation. Depuis toujours, elle ressentait le besoin d'être près des autres, de les réconforter, de les aider. Et l'annonce parue dans France Soir avait immédiatement attiré son attention. SOS déprime, recherche bénévole motivée pour assurer permanence téléphonique de nuit. Sa candidature avait été retenue. Depuis, elle consacrait 3 soirées par semaine à apaiser les souffrances de correspondants dont elle apprenait tout sauf le nom. Au début, François, son compagnon, avait tenté de l'en dissuader. Elle s'était butée et il avait dû s'incliner devant sa détermination, comprenant qu'elle n'hésiterait pas à le quitter s'il lui refusait son aval. En semaine, les permanences étaient assurées à 2. L'association renforçait l'équipe le vendredi et le samedi soir, ainsi que les jours de fête, quand la joie des uns creusait le désespoir des autres. Anne s'était liée d'amitié avec Frédéric, une jeune infirmière qui doublait là ses journées d'hôpital, 8 heures salariées pour les corps aux martyrs, 4 heures offertes à soulager les âmes. Il était à peine 11 heures quand cette femme avait appelé, après un long quart d'heure de silence. Anne avait décroché en se tournant vers Frédéric. « Tu peux descendre manger un morceau, j'ai l'impression que ce soir ça va être calme. Tu vas chez le Chinois ?» Frédéric haussa les épaules, esquissant une moue. « Ça ne me dit trop rien, je vais voir. Je reviens d'ici 1 heure. » Anne se sentait plus à l'aise seule. Elle pouvait laisser libre cours à ses sentiments, quelquefois à ses pleurs, sans craindre le regard de ses collègues. Elle rassura la femme en dérive, puis un môme tout juste sorti de tôle, paumé dans Paris, à qui elle donna une liste de points de chute. L'appel arriva 10 minutes plus tard. Une voix grave, une voix d'homme dont les intonations étaient étouffées, comme s'il avait placé un linge contre l'émetteur. Elle avait l'habitude, et en règle générale, cela annonçait un obsédé sexuel, un type qui n'avait pas les moyens de se payer une ligne rose et qui se masturbait en haletant ses fantasmes. Elle s'apprêtait à raccrocher quand la phrase tomba. « Vous devez venir à mon secours. Je crois que je vais devoir tuer quelqu'un. » Derrière la voix oppressée, elle crut discerner l'écho d'une fête. Ces 6 mois d'écoute l'avaient aguerrie et elle parvenait à déceler la sincérité d'un correspondant en quelques secondes, à des signes imperceptibles, une certaine émotion, la manière de prononcer les mots, de les rendre graves. Elle comprit qu'il disait vrai. Il était assis dans un fauteuil de cuir, au centre d'une vaste pièce, face à un meuble bas dont les étagères supportaient les divers éléments d'une chaîne haute fidélité. Les diodes rouges du tuner rythmaient les tonalités du disque de bruitage. L'homme posa la pochette sur le tapis sombre qui masquait le parquet. « Il faut me prendre au sérieux, mademoiselle. Ou peut-être madame. » Anne ferma les yeux. « Mademoiselle, mais si cela vous est plus facile, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Je m'appelle Anne. » L'homme tendit le bras vers une table recouverte d'une nappe brodée pour prendre un étui à cigarette en métal doré. Il l'ouvrit et fit glisser l'une des cigarettes blondes dont les filtres étaient pincés par une barrette de cuivre. L'intérieur du couvercle s'ornait d'une carte de l'Allemagne de l'Ouest gravée. Les contours de la zone d'occupation française étaient teintés en rouge. Il alluma sa cigarette avec un zippo qu'il referma en faisant claquer le couvercle. Il avait posé le téléphone sur ses genoux. La partie inférieure du combiné était enveloppée d'un mouchoir maintenu à l'aide de sparadrap. « C'est gentil de me donner votre prénom, Anne. Mais n'attendez pas que moi je fasse de même. Je ne parle jamais à personne lorsque je suis dans cet état-là. Je sais simplement que rien ne pourra m'empêcher d'aller jusqu'au bout. » Si vous avez ressenti le besoin de composer notre numéro de téléphone,
c'est que quelque part, enfoui au fond de vous-même, il y a l'espoir... Taisez-vous, ne me parlez pas d'espoir. Avez-vous déjà parlé à un meurtrier? À un assassin? Non, non, jamais. Alors vous ne savez rien de nous. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette conversation a pour but de m'interdire de me mettre en chasse? Parce que je vous ai demandé de venir à mon secours, c'est ça. Mais ce secours, c'est peut-être de m'aider à commettre mon crime. Vous ignorez totalement ce qui se passe dans ma tête. Si je suis assez fou pour enfoncer un couteau dans le ventre d'une inconnue, pour quelle obscure raison ne le serais-je pas assez pour avoir besoin de cette, comment dire, excitation téléphonique? Vous seriez ma complice en quelque sorte. Ça ne tient pas debout, il me suffit de raccrocher. Il écrasa sa cigarette à demi consumée dans un lourd cendrier de cristal au milieu d'une dizaine de mégots tordus. Pour continuer à vivre avec le remords. Imaginez que demain, votre journal vous apprenne qu'une jeune femme blonde a été poignardée à Paris sans raison apparente et que l'assassin a signé son crime en prélevant les bouts de sein de sa victime. Vous vous reprocheriez jusqu'à votre mort ce manque de courage. Parce que l'espoir dont vous parliez tout à l'heure, cet espoir, c'est vous qui le nourrissez. Vous sauvez des vies à heure fixe. D'habitude, bien sûr, votre clientèle, votre boutique, ce sont les suicidaires, les meurtriers d'eux-mêmes, et vous pouvez vous bercer de l'illusion de les avoir sauvés. L'actualité ne vient pas vous démentir. Avec les gens de notre sorte, la règle du jeu change du tout au tout. Votre échec s'étale à la première page des journaux. Qui vous parle en termes de victoire ou d'échec? Je suis ici pour vous écouter. Vous proposer une solution si jamais il en existe une. Je ne vous juge pas. J'ignore tout de ce qui vous pousse à agir de la sorte. Mais il y a peut-être moyen de calmer cette pulsion de mort, un remède. Laissez-moi le temps de me renseigner sur une autre ligne. L'homme agita la tête en souriant. Il tira une seconde cigarette de son étui qu'il avait laissé ouvert près du fauteuil. Le zippo claqua. Vous me décevez, Anne. Vous croyez vraiment que j'accepterais de vous laisser rappeler un autre numéro? Votre médicament ne serait pas en vente à la maison Poulaga, par exemple? Je ne comprends pas ce que vous voulez insinuer. Elle commençait à avoir chaud et but à grands traits à même le goulot de la bouteille d'Évian. Les flics, si vous préférez. Cela m'étonnerait qu'ils accèdent à une demande de ce genre, mais vous pourriez essayer de leur faire détecter l'origine de l'appel. Ce ne serait pas très gentil de votre part, Anne. En plus, si par malheur je ne tuais personne cette nuit, vous auriez bonne mine. On doit exiger davantage de maîtrise de soi chez vos employeurs, non? Que voulez-vous à la fin? Elle s'entendit, presque implorante, et rectifia sa voix. Je n'ai nullement l'intention de me mettre en rapport avec la police. Le règlement de notre association nous oblige au secret le plus strict. En revanche, je peux, par téléphone, soumettre votre cas à l'un des médecins qui travaille avec nous. Et il vous conseillera un calmant ou un traitement. L'homme se leva de son siège, tenant son poste téléphonique à bout de bras. Il s'inclina vers le meuble hi-fi et augmenta légèrement le volume. La rumeur de fête, les appels forains, les cris des filles dans les manèges affolés, les patchworks de musique devinrent plus perceptibles pour Anne. Un calmant contre la crise. Vous êtes vraiment extraordinaire. Et remboursé par la sécurité sociale en plus. On en donnerait aux gamins dans les casernes 8 jours de traitement intensif pour supprimer la guerre. Ne vous faites pas d'illusions. Il n'y aura pas de consultation, pas plus cette fois que les 2 fois précédentes. J'irai jusqu'au bout de mon chemin de croix, et seule la tiédeur du sang sur mes mains parviendra à m'apaiser. Anne distinguait nettement les échos d'une fête foraine et essayait de se souvenir du quartier où, la veille, elle avait vu s'installer des manèges et des stands. Tout à son effort de mémoire, elle réalisa avec retard la signification de ce qu'elle venait d'entendre, pas plus cette fois que les 2 fois précédentes. Elle se passa la main sur le front, rejeta ses cheveux en arrière. Vous avez déjà tué, vraiment? Ça a l'air de vous émouvoir. Votre voix a changé. Bien sûr que j'ai déjà tué. Je n'arrête pas de vous le dire depuis le début sur tous les tons. Je vous ai même décrit ma technique. Je cherche une jeune femme correspondant exactement à mes désirs. Et au moment opportun, je la poignarde dans le ventre. Ensuite, je dénude sa poitrine. Et à l'aide d'un rasoir de coiffeur, je coupe les mamelons que j'emporte avec moi. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était rue du Rantin, dans le 18e arrondissement.
On n'en a pas trop parlé parce que c'est tombé en même temps que cette sordide histoire d'assassinat de vieille dame. Un journaliste, dont je retiens le nom, a été jusqu'à prétendre qu'il fallait mettre mon crime au crédit de cet ignoble individu. Anne sentit un frisson de dégoût courir le long de son dos. L'annonce du crime l'avait frappée à l'époque. Elle habitait alors un immeuble de la place des Abbesses. Et ce soir-là, elle avait fait un crochet par la rue Durantin afin de remettre un livre à une amie. Elle avait vécu 3 ou 4 jours avec la peur du bruit de ses propres pas. Puis la crainte s'était dissipée. Vous me croyez maintenant, Anne. Vous vous rendez compte que je suis un homme de parole. Je suis aussi sincère que vous, pas dans le même genre bien sûr, mais en définitive ce qui compte, c'est la fidélité à soi-même. Nous nous ressemblons, Anne. Il tira une nouvelle cigarette de son étui, et l'abondante fumée des premières bouffées se mêla au voile odorant qui flottait près du plafond. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'imaginer le bureau dans lequel vous m'écoutez, seul, car je suis persuadé qu'en ce moment vous êtes seul. J'ai raison, n'est-ce pas? Elle tenta de nier, maladroitement. Vous vous trompez, je suis entourée de collègues. La nuit, nous travaillons toujours en équipe. Cessez de mentir, il n'y a aucun bruit autour de vous, tout est étrangement calme. Si vous en aviez eu l'occasion, je suis certain que vous n'auriez pas manqué d'appeler à la rescousse. Anne n'eut pas la force de le contredire. Laissez-moi vous détailler. Je ne connais que de vous que votre voix, mais elle ne peut appartenir qu'à une jeune femme. Je voudrais que vous soyez blonde, de longs cheveux libres sur les épaules, des yeux clairs, quelques discrètes taches de rousseur. Taisez-vous, vous êtes complètement malade. Vous êtes un monstre. Le téléphone lui glissa des mains et vint heurter le plateau du bureau. Anne essuya les larmes qui brouillaient ses yeux gris et mouillaient ses joues parsemées de minuscules taches de rousseur. Quelques cheveux dorés s'étaient plaqués sur son menton et elle les décolla du bout de ses ongles pour les bloquer derrière le lobe d'une oreille. Elle reprit le combiné et le replaça dans le creux de son épaule. N'énervez pas comme ça. Je ne veux pas vous faire de peine. Nous sommes presque des amis maintenant. Rien qu'à Paris, il existe des milliers de couples qui se parlent moins que cela dans toute une année. Laissez-moi venir près de vous. Dites seulement que vous me le permettez, je serai là dans moins de 10 minutes. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Des gens vont bientôt me rejoindre et vous ne pourrez rien faire. N'importe comment, vous ne possédez que notre numéro, personne n'a notre adresse. Il tira une dernière fois sur sa cigarette et la jeta dans le cendrier. Pourquoi avez-vous si peur dans ce cas? Vous m'accordez beaucoup trop de pouvoir en vous troublant à ce point. Les bureaux de SOS Déprime sont situés dans une minuscule rue, derrière Barbès, au numéro 17 de cette rue. Vous voulez que je continue? Anne se mit à jeter des regards inquiets dans la pièce et raccrocha, haletante. Elle se leva, décrocha son manteau, passa son sac sur son épaule et se précipita dehors. L'homme garda le récepteur près de son oreille quelques secondes, souriant. Il arracha le sparadrap qui maintenait le mouchoir, roula la bande collante sous ses doigts et la jeta dans la corbeille. Il se mit debout, s'étira, ôta le disque de bruitage de la platine, le glissa sous un meuble et le remplaça par un disque de Satie. Il ajusta sa robe de chambre et s'octroya une nouvelle cigarette qu'il préleva dans son étui métallique. La rue André del Sarte était vide. Tous les commerçants avaient baissé leurs rideaux de fer. Elle courut en direction de la rue Feutrier, mais aucune lumière ne brillait à la devanture du Chinois. Elle gagna la rue de Clignancourt à toutes jambes et la dévala jusqu'au boulevard. La vue des passants ne lui avait jamais fait autant de bien. Elle se bloqua dans une cabine téléphonique et appela François. La sonnerie résonna une dizaine de fois. Elle se mit à paniquer à l'idée qu'il ait eu envie, ce soir justement, d'aller au cinéma. Il décrocha enfin et prononça son « Allô » d'une voix ensommeillée. « François, c'est toi ?» Bah, tu viens de composer mon numéro, qui veux-tu que ce soit? Tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse d'entendre ta voix. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu ne devais pas travailler ce soir? Un homme venait de s'arrêter devant la cabine. Elle sentit son regard descendre le long de son corps. La voix de François lui parvenait au travers d'un profond brouillard. Elle pivota et fit face à l'inconnu. Il se contenta de lui sourire et d'agiter sa montre pour signifier qu'il était pressé. Que se passe-t-il, Anne? Je te sens toute bizarre. Tu veux que je vienne te prendre? Non, tu es gentille, je t'expliquerai. Et il y a des taxis en face, j'arrive. Je t'aime.
Elle bascula à la porte de la cabine et traversa la rue sans prendre garde à la circulation. Le taxi la déposa devant l'immeuble François, rue de Lyon. Un couple entrait dans le hall. L'homme se retourna pour siffler son chien. Anne profita de leur présence et se glissa dans l'ascenseur. Elle ferma les yeux jusqu'à ce que les 2 battants métalliques coulissent sur le palier du 5e étage. Elle n'eut pas besoin de frapper à la porte. François l'attendait sur le seuil. Il la prit dans ses bras et, la soutenant, la conduisit dans la salle à manger, l'installa dans un fauteuil et s'assit près d'elle sur la coudoir. Tu as l'air d'avoir rencontré le diable. Veux-tu que je te prépare un remontant? Anne se serra contre lui. Non, ça me fait du bien d'être près de toi. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie et j'ai bien cru qu'il allait venir me tuer. Elle se libéra de son trop-plein d'angoisse d'un coup. Les larmes coulèrent sur ses joues abondantes. Elle se mit à lui raconter sa rencontre téléphonique avec celui que les journalistes surnommaient le boucher du 18e, entrecoupant son récit de pleurs, de sanglots. François l'écoutait, immobile. Il se leva et la fixa. Que vas-tu faire? Appeler la police? Mais pour leur dire quoi? Ils vont me prendre pour une folle. En tout cas, je suis certaine d'une chose, je ne retournerai plus jamais là-bas. J'aurais dû t'écouter depuis le début, c'est toi qui avais raison. François allongea le bras vers l'étui à cigarette qu'il ouvrit d'une pression du pouce. La frontière rouge de la zone d'occupation française scintilla dans la lumière. Il se saisit du zippo dont il fit claquer le couvercle, puis le reposa avant de retourner le disque de Satie. Il se mit à genoux devant Anne, posa sa tête dans le creux de ses cuisses. « Tu ne dois plus avoir peur maintenant. Je suis là, près de toi, pour te protéger. »